Asni Abidi, bonsoir. Vous êtes directeur du Centre d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Je précise que votre prochain livre, qui sort en février, le mois prochain, s'intitule « Petit lexique pour comprendre l'islam et l'islamisme » chez Éric Bonnier. Alors, l'État islamique a revendiqué aujourd'hui l'attentat commis à Istanbul samedi soir contre, je cite le communiqué de Daesh, une discothèque où les chrétiens célèbrent leur fête païenne. On le voit, le jour de l'an et Noël aussi, ce sont deux marqueurs de notre vie occidentale qui sont clairement ciblés par Daesh. Oui, absolument. Le mode de vie occidental est frappé, visé par l'État islamique, dans une boîte de nuit qui est très réputée, qui est connue, et dans une ville aussi qui est connue, parce qu'Istanbul, c'est une ville ouverte, elle est entre l'Europe et l'Asie, et donc viser le mode occidental, Istanbul, et déstabiliser Erdogan, je pense que ça, c'est le but atteint par l'État islamique. Déstabiliser Erdogan, parce que précisément, on se rend compte qu'Erdogan, qui quand même est un petit peu un traditionnaliste, avait encouragé cette remise en cause du jour de l'an. Je cite le journal Mili Gazette, qui est proche du pouvoir et qui décrit le réveillon comme une nuit de beuverie, de jeux et de débauche. On sait que dans les grandes villes, on distribue des tracts incitant à ne plus fêter Noël et le jour de l'an. Est-ce qu'Erdogan n'a pas sa part de responsabilité en promouvant une société musulmane à l'ancienne? Il ne faut pas oublier que le réservoir naturel d'Erdogan est le réservoir islamiste ou aussi au-delà d'islamiste, c'est-à-dire la Turquie en grande partie conservatrice. Et elle vote Erdogan. Donc il y a un souci de la part du pouvoir politique, de l'AKP, le parti d'Erdogan, et d'Erdogan lui-même, de ne pas justement aller dans cette direction-là d'ouverture. Et on voit, il y a certains médias, c'est vrai, vous avez raison, qui ont dit pourquoi fêter Noël, pourquoi il y a des décorations, des sapins de Noël dans les grands supermarchés, etc. Et donc, à mon avis, ce laxisme d'Erdogan, des autorités ne peuvent que soutenir et encourager ce climat anti, bien sûr, fête, qui n'est pas une fête occidentale, mais une fête païenne, comme vous le dites. Alors pourquoi est-ce que Daesh s'en prend à la Turquie d'Erdogan, qui quand même est assez conservatrice et finalement fait un peu la promotion quand même d'un islamisme politique? Erdogan paye les erreurs du passé et les erreurs du présent. Il ne faut pas oublier qu'Erdogan, sa politique a brillé par une grande ambiguïté face à l'État islamique il y a plus de 3 ans. Il était obsédé par la chute de Bachar al-Assad et la frontière 900 km. C'est vrai que c'est difficile à contrôler, mais c'était transformé en véritable passoire. Le deuxième élément, c'est que la Turquie est devenue presque une base de repli pour plusieurs dirigeants de l'État islamique, malgré les mises en garde des services de renseignement occidentaux. Aujourd'hui, Erdogan a compris qu'il fallait changer complètement de stratégie. Bachar al-Assad n'est plus sa cible première, ni d'ailleurs le PKK qui est devenu deuxième. Mais les PKK, ce sont les Kurdes. Ce sont les Kurdes, donc surtout la branche syrienne de PKK qui est en Syrie, parce qu'il craint plus que tout une continuité territoriale au nord de la Syrie. Aujourd'hui, son objectif, sa cible, c'est l'État islamique. Il bombarde, vous imaginez, il bombarde une ville située au nord, c'est-à-dire la ville d'Al-Bab, dans cette opération qui s'appelle le bouclier d'Euphrate. L'État islamique a juré la vengeance. Donc, si j'ai bien compris, autrefois Erdogan avait plutôt comme ennemi la Syrie et les Kurdes, et aujourd'hui il a comme ennemi Daesh, et donc Daesh le fait payer en quelque sorte. Absolument, c'est-à-dire son ennemi c'était Bachar al-Assad, il ne demande plus sa chute. Alors on va écouter les témoignages de rescapés suite à cet attentat qui a été commis, donc, je le rappelle, lors de la nuit du Nouvel An, 39 morts et 69 blessés. Il a tiré dans ma jambe, c'est un fou. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai vu un homme, il tirait et je me suis caché. Il y avait des gens partout sur moi. J'ai dû les repousser pour sortir. Sur ma gauche, sur ma droite, tout le monde pleurait et ça sentait la poudre. D'abord un mot sur le mode opératoire. On est surpris par la simplicité du plan. En fait, le terroriste est arrivé en taxi, il a sorti une arme à feu, un fusil, il a tiré sur les policiers et les gardes de sécurité qui étaient là. C'est imparable, en fait, on ne peut rien faire. Ça montre déjà une grande connaissance, avec un sang-froid, c'est une action très professionnelle. Donc le mode opératoire, c'est l'État islamique par la cible, mais aussi par le mode utilisé. Mais on voit bien que donc, le terroriste... Alors on a une photo là, on a une photo du terroriste présumé. Diffusé par les Turcs, même s'il y a une grande censure, encore une fois. Et ça, c'est un élément aussi qui n'arrange pas les autorités turques.
le tueur est allé à la gauche de la discothèque, c'est-à-dire où il y a plus de monde. Il savait très bien le nombre d'agents de sécurité qui étaient postés à l'entrée de la boîte de nuit. Tous les services de sécurité savaient que la Turquie était visée, qu'il y avait des appels depuis plusieurs mois de la part de l'État islamique qui demandaient à leurs combattants ou à leurs sympathisants de frapper la Turquie qui est devenue maintenant un État pion des croisés, je cite. Donc malgré quand même toutes ces informations, on s'étonne un peu de voir qu'il y a un certain relâchement dans le dispositif sécuritaire autour des lieux qui sont visés par l'État islamique. Pourquoi relâchement? Vous direz que les services secrets turcs ont été un peu vidés leurs substances, victimes peut-être des purges, non, que pratique le régime? Je ne vous cache pas que, évidemment, les purges opérées par Erdogan après le coup d'État de cet été... Coup d'État manqué, coup d'État manqué, la tentative de coup d'État, attribuée bien sûr à Gülen, puisqu'on a à peu près plus de 35 000 membres du service de renseignement, de la gendarmerie, de la police, ce qu'on appelle des corps constitués, qui ont été écartés. Et ils avaient une certaine connaissance, une proximité, un savoir très très important. Et surtout le plus important, c'est qu'aujourd'hui on a peur, quand on s'engage dans la police, on s'engage probablement par loyauté et plus vraiment par professionnalisme ou par expérience, de peur d'être écarté par les proches d'Erdogan. Je crois que les purges opérées et l'éloignement de plusieurs éléments importants a contribué un petit peu dans ces failles sécuritaires. Alors que va faire Erdogan maintenant? Est-ce qu'il va aller riposter contre Daesh à Raqqa, par exemple, en Syrie? Parce qu'il y a un cessez-le-feu théoriquement en Syrie, qui est imposé par Moscou. Il y a un cessez-le-feu qui a été décidé par Moscou, mais par Ankara aussi. Raqqa est exclu, puisqu'on a exclu l'ex-Front al-Nusra, Fatah Hacham et l'État islamique de cessez-le-feu. Mais je pense que la Turquie va continuer un petit peu dans sa guerre contre l'État islamique, surtout au nord, et il va espérer encore une fois utiliser un petit peu les retombées de cet attentat à Istanbul, puisqu'il va dire que je suis avec vous contre le terrorisme, et on voit bien certains messages de sympathie émanant surtout de beaucoup de pays occidentaux. D'accord. Est-ce que Erdogan, ça le fragilise de l'intérieur quand même, ces attentats? Parce que sur le tourisme, c'est ravageur, j'imagine. Plus personne ne va aller en Turquie. Ou est-ce qu'au contraire, ça le renforce parce qu'au fond, dans ces genres de périodes, tout le monde est derrière le chef? Il a construit sa notoriété, son autorité grâce à l'économie, grâce à la prospérité et à la stabilité. Aujourd'hui, il perd la sécurisation du pays puisque le pays connaît 19 attentats a connu 19 attentats en 2016. Un coup des Kurdes, un coup de Daesh. Absolument, sans oublier ceux qui n'ont pas été revendiqués, plus la baisse du rendement de l'économie. Donc ça, ce sont des éléments qui fragilisent bien sûr son autorité, son pouvoir et aussi le pouvoir de son parti politique. Il espère encore une fois avoir le soutien de la communauté internationale et de la population turque. Erdogan est arrivé au pouvoir en 2003. À l'époque, on saluait un modéré, réformateur, et aujourd'hui, on dénonce un autocrate. Comment on peut expliquer un tel cheminement? C'est vrai que Erdogan a connu plusieurs vies. On peut les résumer en trois. La première vie où il était vraiment un homme qui a réussi à réduire le pouvoir de l'armée. Souvenez-vous, l'armée était omniprésente. Il a négocié encore plus l'adhésion de la Turquie vers l'Union européenne. Il a réformé le code commercial, le code pénal. Il y avait beaucoup, en tout cas, d'efforts. Et en même temps, il a essayé de montrer que l'islam était compatible avec la démocratie. Il a négocié avec les Kurdes, on se souvient très bien de ce qui s'est passé avec Öcalan. Et ensuite, à mon avis, cette force, sa victoire, les victoires répétées, législatives, mais aussi présidentielles, à mon avis, l'ont amené plutôt vers un autoritarisme. Et l'autoritarisme a été encore consolidé avec la tentative de coup d'État avortée, où il a exploité pour en prendre plus de pouvoir, arriver à un régime présidentiel. Et c'est comme ça qu'Erdogan deviendra probablement une menace ou un danger pour lui-même et pour la Turquie si il ne se résiste pas. Merci beaucoup Assia Abidi d'être venu nous commenter ce dramatique attentat dans la nuit de samedi à dimanche à Istanbul. Je rappelle donc que vous êtes directeur du centre de recherche, d'études et de recherche sur le monde arabe et méditerranéen à Genève. Vous restez avec nous tout de suite. Caroline Roux, c'est dans l'air. Les 7 candidats à la primaire de gauche n'ont que 3 semaines pour présenter leur programme et inciter les électeurs à se déplacer pour voter. C'est dans l'air est intitulé ce soir, primaire, le sprint.